Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous suivez le journal depuis le studio Cheikh Aboubakar Fofana. Voici les principaux titres. À l'occasion, COSIM a présenté ce matin 16 juin ses vœux au président de l'institution, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. La cérémonie s'est tenue à son siège 6 à Bingerville. La célébration de la journée de l'enfant africain tenue ce 16 juin. À cette occasion, une cinquantaine d'enfants ont visité le site de production d'eau potable de la Mée. Une initiative du gouvernement ivoirien de l'UNICEF qui vise à les sensibiliser aux enjeux de l'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène. Et Aïcha Bakayoko, experte en genre, a procédé samedi à la dédicace de son tout premier ouvrage intitulé Refaire. Ce livre aborde la question du deuil en Afrique et met en lumière le processus de reconstruction personnelle et sociale. Nous y reviendrons vers la fin de cette édition. Nous sommes le mardi 1er Muharram 1448 de l'Égypte. Sambé à tous nos téléspectateurs. À cet effet, les membres du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, ont présenté leurs vœux de l'Aïd el-Kébir ce mardi matin au Cheikh Aïma Ousmane Diakité. La cérémonie s'est tenue aujourd'hui même à son siège assise à Bingerville. Le guide de la communauté musulmane nationale a réitéré à cette occasion son appel aux imams à être des ambassadeurs des valeurs islamiques. Le reportage de Diomande Bouaké. Institutionnalisé par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, depuis plus d'une décennie, la présentation de vœux au guide suprême de la communauté à la faveur des deux fêtes islamiques se veut dorénavant un calendrier annuel. Occasion pour les imams, membres du Ben du COSIM et conseillers du Cheikh Aïma de lui renouveler leurs meilleurs souhaits au guide de notre communauté. À cette fête bénie de l'Aïd el-Adha, nous sommes venus vous présenter nos plus chaleureuses et sincères félicitations à notre cheikh estimé, symbole de dignité et érudit, qui a illuminé les cœurs par sa lumière rayonnante, en jouissant de l'honneur, de la dignité et des bénédictions. Car vous êtes le navire de notre bien et son capitaine, guidant notre nation vers ses objectifs. Eid Mubarak, et que la santé vous accompagne chaque année. Que Dieu accepte nos bonnes œuvres ainsi que les vôtres. Pour sa part, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a exprimé toute sa gratitude aux imams pour leur vœu de Eid el-Kébir, tout en les exhortant à demeurer des incarnations et promoteurs des valeurs islamiques, gages de la paix et de développement multidimensionnel. Pourquoi nous avons retardé jusqu'à ce jour? Nous avons retardé parce que beaucoup d'imams étaient à la Mecque. On a donc dit on va retarder un peu cette salutation pour que ceux qui sont partis à la Mecque reviennent avec leur bénédiction fraîche et que nous puissions nous rencontrer. C'est cette occasion qui nous réunit aujourd'hui. Les imams ont prié pour le cheikh aussi a prié pour les imams, qu'Allah accepte toutes les prières, qu'Allah nous donne longue vie et bonne santé, qu'Allah mette la baraka dans nos vies, dans nos activités, dans nos familles, dans nos mosquées et dans nos communautés. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège tous les habitants de ces pays. Lors de cette cérémonie de présentation de vœux, l'imam Ayouba Silla a été nommé par le Cheikh Aïma à la tête du département de prévention des conflits et de la médiation au sein du bureau exécutif du COSIM. Il succède à l'imam Ismaël Koulibaly, ex-président de la section COSIM d'Adjamé, décédé le 20 février 2026. Mes remerciements vont à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, à l'endroit du Cheikh Aïma Ousmane Diakité et au secrétaire exécutif Kone Daouda et à l'ensemble du COSIM national
pour m'avoir choisi aujourd'hui comme le premier responsable du département de prévention et de résolution des conflits au sein du COSIM national. Alors, c'est des mots de remerciement que je voulais présenter à leur endroit. C'est une mission aussi difficile. C'est pourquoi je demande à tous les imams, au Cheikh l'Aïma et à toute la famille de prier pour moi pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse m'aider dans cette tâche. Le COSIM prépare par ailleurs la grande cérémonie de présentation de vœux du nouvel an hégirien 1448 qui est annoncée pour les jours à venir. Autre présentation de vœux, les associations et structures affiliées au Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire CODIS ont aussi présenté leurs vœux au Dr Cheikh Ousmane Moussa Fadiga, président du CODIS. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, la cérémonie s'est tenue au centre Markaz Aïcha Dabobo au Fouet Boigny. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les actions engagées et renforcer leurs efforts face aux défis auxquels les structures sont confrontées. Le reportage de Ouattara et de Mariam Doukouré. À tour de rôle, les responsables des associations et structures affiliées au CODIS ont présenté leurs vœux de l'Aïd el-Kébir au président de l'organisation. Ils lui ont adressé des prières de santé, de longévité et de réussite dans sa mission au service de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Cheikh Ahli Sunna, mes vœux les plus sincères, qu'Allah lui accorde santé, longévité et force, afin qu'il continue à guider notre communauté avec sagesse et clairvoyance. Prenant la parole, le docteur Cheikh Ali Souna Moussa Fadiga a salué le travail accompli par les différentes structures affiliées. Il les a exhortés à poursuivre leurs efforts dans un esprit de responsabilité, de solidarité et d'engagement au service de la communauté. J'exhorte enfin nos imams, prédicateurs et responsables des structures à demeurer attachés à notre vision et à nos valeurs afin de promouvoir un islam de paix, de sagesse, de modération et de fraternité. Au-delà des échanges de vœux, cette rencontre fraternelle a permis de renforcer les liens entre les différentes composantes du CODIS. Elle s'est achevée par l'annonce de la prochaine Assemblée générale de l'organisation prévue dans les mois à venir et par des prières pour la paix, la cohésion sociale et le développement de la Côte d'Ivoire. Après plusieurs semaines passées en Terre Sainte pour accomplir le 5e pilier de l'islam, 45 pèlerins originaires de Ferentella dans le Bafing ont été célébrés, organisés par la mutuelle des ressortissants de Ferentella Betako. Cette cérémonie d'accueil marquée par des prières et des bénédictions et des messages de cohésion s'est tenue à Djamenoudi Youssouf Traoré. Accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam, constitue l'un des actes les plus importants dans la vie d'un musulman. C'est dans cet esprit que les fils et filles de Ferentella se sont mobilisés pour accueillir chaleureusement leurs pèlerins de retour des lieux saints de l'islam. Pour les organisateurs, cette cérémonie est avant tout un moment de reconnaissance envers Allah pour avoir permis à ses fidèles d'accomplir cette importante obligation religieuse. Pour nous, c'est une institution qui date de plusieurs décennies, qui a été instituée par nos pères pour que tous les pèlerins, à leur retour, viennent faire des prières pour le village, pour les villageois, pour les cadres, pour les populations et pour tout le pays. Au total, 45 pèlerins, dont 12 hommes et 33 femmes, ont effectué ce voyage spirituel. Pour eux, ce retour est également l'occasion de témoigner leur gratitude au Tout-Puissant Allah. Seulement, c'est un signe de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Et puis un signe d'union des fils et des filles de Ferentella. Et bien entendu, au-delà de Ferentella, de tout le Bafing. C'est ce que nous souhaitons pour tout notre pays. C'est une très bonne initiative. Ça unit les gens, ça unit les familles surtout, ça unit tout le village.
Prenant la parole, Cheikh Bamba Daniel, président de la mutuelle de développement de Ferrantella, a rappelé l'importance de préserver les valeurs de solidarité, d'entraide et de fraternité. Il a également présenté plusieurs projets de développement destinés à améliorer les conditions de vie des populations de la localité. La BNI, la Banque nationale, notre neveu Fatiga Youssouf est prêt à nous aider. Demain, quand ça va commencer, à l'entrée du village, il y aura un nouveau quartier. Nous allons après informer les cadres pour que chacun ait une petite maison, un petit apport pendant 10 ans, il va payer un peu pour qu'il ait une maison à Ferrantella. Au terme de cette cérémonie, chaque pèlerin a reçu une attestation marquant l'accomplissement du Hajj. Les bénédictions et les prières ont clôturé cette rencontre. Dans la même veine, l'agence Al-Houda a accueilli le samedi 12 juin dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ces derniers pèlerins de retour des lieux saints. Le reportage de Cissé Bangali et Nieli Ouattara. Au terminal 1 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l'émotion est au rendez-vous. Famille, amis et proches attendent avec impatience l'arrivée de leur hôte d'Allah de retour de la Terre Sainte. À leur sortie, accolades, sourires et parfois larmes de joie traduisent le bonheur des retrouvailles. Après plusieurs semaines passées en Arabie Saoudite pour l'accomplissement du Hajj, ces pèlerins retrouvent enfin les leurs. Plus de 200 fidèles ont effectué ce voyage spirituel sous son encadrement. Les pèlerins se disent satisfaits de l'organisation mise en place et heureux de retrouver leur famille. Nous sommes là depuis quelques minutes. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que nous avons fait notre pèlerinage cette année. Par la grâce d'Allah, on remercie Allah de nous avoir accompagnés pendant tout ce processus qui a fait 1 mois, 3 jours. Et Dieu merci, nous sommes revenus dans notre pays. On a fait des bénédictions pour notre pays, bénédictions pour les frères et sœurs, les proches. Je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie le président de la République qui a tout mis en œuvre pour que tout se passe bien. Al-Houda voyage, je ne sais pas comment le dire, ils ont été merveilleux. Du côté des responsables de l'agence, l'heure est au bilan. Ils saluent le bon déroulement du pèlerinage et se félicitent d'avoir accompagné leurs pèlerins dans de bonnes conditions jusqu'à leur retour en Côte d'Ivoire. Nous avons eu 294 pèlerins. À ce jour, nous sommes à notre dernier vol, autrement dit notre 4e vol aujourd'hui. Faire que dire merci pour la confiance renouvelée pour certains, mais la confiance également cette année pour d'autres pèlerins. On leur dit également merci pour avoir accepté, en tout cas, de respecter tous les consignes des encadreurs qui sont avec moi. Avec ce dernier vol, l'agence boucle son opération Hajj 2026, marquée par l'accomplissement de ses pèlerins depuis leur départ jusqu'à leur retour au pays. Autre point de l'actualité, le verdict est tombé cet après-midi pour les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2026. À l'issue des délibérations, les statistiques nationales révèlent les performances enregistrées cette année. Kadijata Diara Badji, directrice des examens et concours, nous présente les principaux résultats de cette session. Suite aux délibérations, ce sont 586 587 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 1018 centres de composition répartis dans nos 41 directions régionales. Ainsi, 306 001 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite national de 52,17% contre 51,41% en 2025. Le taux national de réussite connaît donc une légère progression de 0,76%. L'analyse différenciée selon le genre permet d'observer que sur 310 350 filles présentes, 161 268 filles sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51,96% chez les filles. Tandis que chez nos garçons, sur 276 237 présents, 144 733 sont admis, soit un taux de réussite de 52,39% chez les garçons. Félicitations à ceux qui ont eu le BPC, puis pas de découragement pour ceux que ça n'a pas marché.
À l'occasion de la journée de l'enfant africain 2026 célébrée le 16 juin, une cinquantaine d'enfants ont effectué une visite du site de production d'eau potable dans la Mée. Cette initiative du gouvernement ivoirien et de l'UNICEF vise à sensibiliser la jeunesse aux enjeux de l'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène. Une activité qui s'inscrit dans le thème retenu cette année qui est garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique. Reportage Madame Doukouré. Comprendre d'où vient l'eau potable qui coule au robinet et les efforts nécessaires pour la rendre potable. C'est l'expérience qu'ont vécu une cinquantaine d'enfants à l'occasion de la journée de l'enfant africain 2026. Venus de plusieurs structures et organisations d'enfants, ils ont visité le site de production d'eau potable de la Mée. Au-delà de l'aspect technique, cette visite se veut également un cadre de sensibilisation aux enjeux de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, des questions essentielles pour la santé et le bien-être des enfants dans un contexte marqué par une croissance démographique et les effets du changement climatique. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et je suis très contente parce que l'État de Côte d'Ivoire fait en sorte que le droit des enfants soit respecté en Côte d'Ivoire. Donc c'est une très bonne initiative de partager de l'eau potable à toute la population ivoirienne. Lors de cette visite, j'ai compris que fabriquer de l'eau propre, c'est du travail. L'eau du fleuve n'est pas buvable direct. Placé sous le thème « Garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique », cette édition de la Journée de l'enfant africain met en lumière la nécessité d'investir davantage dans les services essentiels destinés aux plus jeunes. Pour le gouvernement ivoirien et l'UNICEF, cette initiative vise à faire des enfants de véritables ambassadeurs de la préservation de l'eau et des bonnes pratiques d'hygiène au sein de leur communauté. C'était une belle occasion pour eux de réfléchir et de voir concrètement ce que l'État fait en direction des populations et en direction des enfants eux-mêmes pour rendre l'accès à l'eau potable gratuit et sûr. Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous de visiter ce site qui est le premier site francophone établi sur plusieurs hectares avec des équipements de qualité, des équipements de pointe, un personnel très professionnel et ça a été une source d'inspiration pour les enfants qui ont pu visiter le site de la Mée. Grâce aux investissements réalisés ces dernières années, l'accès à l'eau potable s'améliore progressivement en Côte d'Ivoire, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Une page de littérature dans ce journal. Aïcha Bakayoko, experte en genre, a dédicacé samedi son tout premier livre intitulé Refaire. L'ouvrage met en lumière la question du deuil en Afrique ainsi que le processus de reconstruction. Suivant le compte-rendu de Kanate Kassoum. Veuve depuis 15 ans, Aïcha Bakayoko a souffert de la perte tragique de son époux. Son deuil s'est avéré un peu plus long que prévu. Elle a connu des murs et des pas vertes. Cette traversée du désert lui a permis de comprendre les étapes du deuil et de se reconstruire. Ma vie a basculé parce que je pensais que j'allais très bien, jusqu'à ce que je tombe dans la maladie, jusqu'à ce que je me fasse voir par des experts et jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre que j'ai besoin d'aide. Et c'est comme ça que je me suis fait aider et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de femmes dans cette situation mais qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Le livre intitulé Refaire est une panacée pour ces femmes souffrant de la disparition de leurs époux, surtout dans une société africaine sous l'emprise des préjugés et de la stigmatisation des veuves. La veuve est la première personne qu'on soupçonne dans le cas d'un décès. C'est la première personne qui est soupçonnée, malheureusement. Et ensuite, la veuve est celle-là même qui va vivre l'enfer. La mort est une épreuve, mais l'après-mort pour la veuve est une autre épreuve. C'est des moments douloureux, c'est des moments d'isolement, c'est des moments de solitude, c'est des moments d'incompréhension, mais c'est également des moments de blessures par l'entourage. La séance de dédicace a bénéficié du soutien des écrivains, mais aussi des proches parents, saluant tous la qualité de l'ouvrage qui lève un coin de voile sur un phénomène social. C'est vraiment un chef-d'œuvre, voilà, et c'est un exutoire. Moi, je le conseille fortement parce qu'il va permettre à beaucoup d'hommes de pouvoir guérir, voilà, guérir en griffes. Parce qu'il faut dire que
Le veuvage aujourd'hui est un véritable problème. Donc vraiment, je pense que c'est un livre qui va vraiment aider toutes ces femmes-là à pouvoir se reconstruire. Refaire, ce n'est pas revenir en arrière. Refaire, c'est trouver en soi la force de se relever. Refaire, c'est transformer ses blessures en enseignement. Refaire, c'est choisir l'expérience plutôt que le renoncement. Autre temps fort, un panel sur le deuil suivi d'échanges avec le public. Avant la dédicace, la Fondation Refaire a été portée sur les fonds baptismaux afin de soulager les veuves de Côte d'Ivoire. À présent, le journal du mondial avec le dynamique bouillonnant Alseni Baldé. Alseni Baldé, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Très heureux d'être avec vous. Merci. Pour beaucoup d'énergie. Exactement. Alors on commence tout de suite par la FIFA qui accorde une dérogation à l'Arabie Saoudite pour son drapeau. Ah oui, l'État saoudien a demandé donc à la FIFA que son drapeau qui comporte la shahada, comme vous le savez, la profession de foi de l'islam, ne soit pas posé sur le sol, évidemment comme ça a été le cas pour les autres drapeaux. Donc la FIFA a accepté donc que le drapeau saoudien soit tenu par des... Ah, on voit les images. On voit justement donc les images. Donc le match qui a opposé l'Arabie Saoudite à l'Uruguay, les drapeaux ont été portés au lieu donc d'être déposés sur la pelouse. Cette adaptation témoigne de la volonté de la FIFA justement de prendre en compte certaines spécificités culturelles et religieuses dans le cadre de l'organisation du tournoi. Alors en tout cas ça c'est une bonne chose. Alseni Baldé, le sélectionneur des éléphants, l'ancien sélectionneur des éléphants, Hervé Renard, vainqueur de la Coupe d'Afrique, a bien pris les commandes de la sélection tunisienne. Ah oui, il a été nommé sélectionneur en urgence à la suite du limogeage de Sabri Lamouchi. Ce dernier a été démis donc de ses fonctions par la Fédération tunisienne de football après une lourde défaite contre la Suède, 5-1. Donc Renard prend ainsi en charge l'équipe pour la suite de la compétition avec des échéances prévues, comme vous le savez, contre le Japon et les Pays-Bas. Il faut le rappeler, libre de tout contrat depuis son départ de l'Arabie Saoudite. Le technicien est d'ores et déjà arrivé au Mexique pour diriger son premier entraînement. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. La Coupe du Monde 2026 entre dans l'histoire avec les matchs nuls. 4 matchs nuls dans cette Coupe du Monde en une seule journée, un record égalé. Ah oui, la journée de lundi a réservé donc une statistique rare à la Coupe du Monde 2026. On a enregistré les nuls entre l'Espagne et le Cap-Vert 0-0, la Belgique et l'Égypte 1 but partout, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay 1 but partout également, puis l'Iran et la Nouvelle-Zélande 2 buts partout, 4 matchs terminés donc sur un score de parité lors de la même journée. Un tel scénario ne s'était plus produit qu'une seule fois dans l'histoire donc de la compétition. C'était le 15 juin 1958 en Suède. Cette performance a été égalée jour pour jour, exactement 68 ans plus tard. Et cette année, c'est le roi Pelé qui a remporté la Coupe. L'Espagne, une des équipes favorites de cette Coupe, a manqué ses débuts à la Coupe du Monde lundi avec un match nul face au Cap-Vert. Ah oui, la Hora a eu de multiples occasions, mais a buté sur des requins bleus valeureux, à commencer par le gardien Vozina, auteur de 7 arrêts, il faut le rappeler, décisif face à l'armada offensive espagnole. Malgré ses 40 ans, le portier de Chavez en deuxième division deuxième division portugaise a été élu homme du match et puis a porté le Cap-Vert pour son premier point lors d'une Coupe du Monde. On va écouter donc Youssef Yacoub qui va retracer l'histoire de ce gardien. Le nom complet de Vozinha est Josimar José Evora Diaz et il est déjà l'une des plus grandes idoles du football capverdien. Il a fêté ses 40 ans peu avant le tournoi, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus âgés de la Coupe du Monde. Et le match contre l'Espagne était sa 90e apparition en équipe nationale. Je n'ai jamais vécu avec mes parents. À ma naissance, mon père était militaire et ma mère devait travailler dur pour subvenir à ses besoins. Alors j'ai toujours grandi avec mes grands-parents. Son premier voyage hors de son pays natal l'a conduit en Angola, où il a joué pour le Progresso. Parmi les nombreuses choses qu'il a remportées pour cette nouvelle aventure figurait le surnom, désormais connu dans le monde entier. Quand je suis arrivé en Angola, il y avait un autre gardien nommé Josimar. Et j'ai dit que j'allais pas mettre Josimar 2 sur le maillot. Si tout le monde me connaissait de Vozinha au Cap-Vert, c'est comme ça que je serais.
La longévité de ce gardien de but parle d'elle-même. Il a fait ses débuts en équipe nationale il y a 14 ans. Il est actuellement sans club, après avoir quitté le club portugais de Chaves avant la Coupe du Monde. Avant de vous laisser partir, Baldé, les phases de groupe pour ce mondial, ce mardi 16 juin, marquent l'entrée en liste des groupes I et J. Ah oui, en ce moment même, la France affronte le Sénégal. Score à la mi-temps 0-0. Les deux équipes sont donc dans les vestiaires pour observer donc la mi-temps. Les Français arrivent avec l'objectif d'aller chercher justement une troisième étoile. De son côté, le Sénégal veut atteindre le minimum les quarts de finale. Et puis les champions d'Afrique font partie des pays africains qui sont favoris dans cette compétition. C'est le premier match donc de la journée dans le groupe I. Et puis plus tard dans la soirée à 22h, l'Irak va se mesurer à la Norvège dans le groupe I. Dans la nuit, le champion du monde en titre, l'Argentine, fera donc son entrée en jeu. La bande à Messi croise évidemment les crampons avec l'Algérie. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 1h du matin. Merci Baldé. Merci. Demain 7h15, mais vous restez avec nous pour visiter cette très belle mosquée de Cologne du côté de l'Allemagne. Au nombre des édifices religieux à l'architecture exceptionnelle à travers le monde, il y a la mosquée centrale de Cologne, une ville millénaire dans l'ouest de l'Allemagne. C'est la plus grande mosquée du pays, bâtie par l'Union turco-islamique des affaires étrangères. L'édifice peut accueillir près de 2000 fidèles dans la salle de prière principale au-delà de sa vocation religieuse. Elle abrite également une salle de conférence, une bibliothèque, espace culturel ainsi que des lieux de rencontre destinés. Véritable symbole de la présence musulmane en Allemagne, la grande mosquée de Cologne incarne aujourd'hui les valeurs de dialogue interculturel, de tolérance et de vivre ensemble au cœur de l'Europe. C'est la fin de cette édition préparée par le duo Fatmat et Mariam Doucouré. Ce journal a été réalisé par Ami Doukoune. Excellent sur le programme. Je vous laisse en compagnie du Dex Arabe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.